Donc, bonjour. Donc, je suis très heureuse d'être ici ce matin. Donc, aux entretiens de gare, je crois que c'est la 33e réunion. C'est la première fois que j'y assiste et je pense que c'est vraiment, je félicite d'emblée les organisateurs parce que c'est une réunion très pluriprofessionnelle et ça c'est une très bonne chose puisque les enfants dont on s'occupe, ce n'est pas uniquement une vision médicale mais très pluridisciplinaire qu'il faut avoir. Surtout, ça peut paraître paradoxal, à l'ère des thérapies innovantes. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est normal que les diapos ne passent pas ? Parce que je vous assure que j'ai fait des diapos, je ne vais pas parler a cappella, je pourrais, mais c'est, voilà. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis neuropédiatre à Marseille et je dirige le centre de référence des maladies neuromusculaires partie enfant. Hier, vous avez vu Chara Matarian qui s'occupe du centre de référence partie adulte. Et nous avons la chance de travailler dans le même hôpital en parfaite collaboration, et ce qui fait que ce qui va être discuté tout à l'heure, la transition, se fait de façon très naturelle chez nous depuis de très nombreuses années. Alors, donc, voilà, vous voulez que je meuble. Donc, je vais vous présenter un travail qui n'a pas été réalisé uniquement sur Marseille, mais qui est voilà, impeccable. Alors, juste ce petit machin-là. Vous sortez ça. Voilà, impeccable. Super. Qu'est-ce que vous voulez que je passe avec ça ? Oui. D'accord. Donc, il n'a pas été réalisé uniquement sur Marseille, mais qui est l'ensemble des données qu'on a récupérées sur la France au travers des différents centres de référence et de compétences des maladies neuromusculaires de l'enfant. Et pour faire ce travail, j'ai été largement aidée par Frédéric Audic, donc, qui est neuropédiatre et qui travaille dans le service et en particulier auprès des enfants porteurs de maladies neuromusculaires. Et ça me donne l'occasion de la remercier pour tout ce qu'elle nous apporte au quotidien, aussi bien au niveau des enfants et de leur famille qu'au niveau de l'équipe. Alors, le nusinersen, vous le connaissez, donc c'est disponible en France depuis mai 2017. Je ne vais pas parler aujourd'hui des essais thérapeutiques. Il faut dire que c'était écrit données en vie réelle et données des essais. Mais vous savez que ce titre, c'est Pascal Laforêt qui me l'a demandé il y a maintenant plus de 2 ans, avant qu'il y ait des virus qui nous empêchent de nous retrouver. Et j'ai considéré qu'aujourd'hui, 2 ans après, on ne va plus parler du tout des essais, mais on parle vraiment de la vie réelle, puisque c'est l'expérience qu'on a tous, qu'on va partager. Donc, ce nusinersen, c'est une molécule qu'on appelle un oligonucléotide en 10 sens, qui va agir comme un modificateur d'épissage et qui va permettre donc d'agir en particulier sur ce qu'on appelle les copies SMN2 du gène de l'amyotrophie spinale. Le nusinersen est délivré par voie intrathecale, donc par des ponctions lombaires qui vont être répétées, 4 à 15 jours d'intervalle pour les premières, puis après, une fois toutes les 4 mois, et a priori jusqu'à pendant toute la vie du malade, à moins il soit décidé d'arrêter ou de changer de molécule ou d'en rajouter une, mais ça, c'est des questions à venir qu'on ne sait pas encore, auxquelles on ne sait pas encore répondre actuellement. Alors, ce qui est extrêmement important et ce qu'il faut savoir, et dans les données que je vais vous présenter, quand on dit les données de la vie réelle, c'est-à-dire à l'instant présent. Et souvent, les parents, lorsqu'on va faire l'annonce diagnostique et mettre en place un traitement, très souvent, vous le savez, c'est des jeunes enfants, des jeunes parents, et leur première question, c'est « mais comment sera l'enfant quand il aura 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment il sera à l'âge adulte ?» Lorsqu'on s'occupe d'un tout petit enfant avec les thérapies actuelles, on n'a pas du tout autant l'histoire naturelle. On la connaissait sans les traitements et on pouvait donner des grandes lignes, en sachant que parfois on n'était pas toujours très précis, on le sait très bien. Mais là, on est encore plus dans une incertitude. On ne peut répondre aujourd'hui
comment on est au bout de 10-15 ans de traitement par nusinersen, parce qu'on n'a pas encore le recul. Et je crois que cette zone d'incertitude, ce n'est pas une zone de doute, c'est plutôt qu'on est au début des connaissances. Et le message à faire passer aux parents, c'est que dans cet accompagnement qui est proposé avec une thérapie innovante, quelle qu'elle soit, dans cet accompagnement, on va s'adapter au fur et à mesure des signes que va présenter l'enfant, comment il va évoluer, et puis aussi en fonction des différentes possibilités thérapeutiques qui existent peut-être déjà et qui seront à venir certainement, mais moi que je ne connaîtrai pas, mais qui seront à venir dans les 10, 15, 20 ans qui vont arriver. Alors, ce qu'on peut dire sur le nusinersen, pour résumer les essais cliniques très rapidement et pas partir dans des tonnes d'échelles diverses et variées en disant au bout d'un an c'est ça, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les premiers résultats, c'est toujours les conclusions des papiers sur les essais cliniques, c'est qu'il y a une certaine efficacité clinique avec une survie prolongée après 2 ans dans différentes populations d'enfants atteints d'amyotrophie spinale infantile. Alors tout ça, donc nous avons mis en place un premier travail qui est présenté ici, qui a été publié en 2020. Et vous voyez qu'il y a de très nombreux co-auteurs. C'est Frédéric Audic donc, qui l'a dirigé. Et tous les co-auteurs sont en fait tous les neuropédiatres avec qui nous avons travaillé pour pouvoir faire cette cohorte qui a été la plus exhaustive possible. Il manque toujours quelques patients, mais je crois que c'est quand même là aussi, il faut le dire, ça met en évidence, ça met en exergue l'intérêt du plan maladie rare en France, l'intérêt des centres de compétences et des centres de référence, c'est-à-dire que tout enfant traité est connu et va pouvoir être suivi d'une façon tout à fait homogène, quel que soit l'endroit où il est en France. Alors, la méthodologie qu'on a utilisée pour ce travail, c'est les 23 centres français, donc ce que je vous disais. Une étude qui a été réalisée au sein de la commission neuromusculaire de la Société française de neuropédiatrie, avec l'aide de Philnemus en particulier pour la publication. Et toutes ces données ont été collectées de mai 2017. Donc, on avait pris cette date parce que c'était là où on avait le médicament qui était disponible par les autorités de santé à ce moment-là. Et jusqu'en février 2019, c'était la première étude pour qu'on soit à un peu plus d'1 an de suivi pour tous les enfants. On s'était limité à l'époque, parce que c'était les indications donc à l'ASI de type 1 ou 2, et on demandait, il y avait une fiche clinique complète en début de traitement qu'on a appelée T0, et le suivi à Y1, c'est-à-dire à 1 an, donc pendant au moins 1 an, plus ou moins 2 mois. Donc tous les enfants, quel que soit l'âge de début, certains étaient tout petits parce que c'était au moment presque de l'annonce du diagnostic, d'autres étaient beaucoup plus âgés, vous allez voir, donc on va le retrouver dans les résultats. Donc voilà ce qu'on peut dire au point de vue chart flow. Donc c'était, au départ, il y avait 204 patients. On a exclu 15 qui représentaient des SMA type 3 qui étaient traités, mais on avait décidé de prendre que les 1 ou 2 pour essayer d'être homogène, mais on va voir que ce n'était pas si simple. Donc 189 dossiers ont été étudiés, 13 ont été exclus parce que les données recueillies, et je rappelle que ça, on est vraiment dans la vie réelle. La vie réelle, il n'y a pas toujours un arc derrière chaque patient, on n'est pas dans un essai thérapeutique, on n'a aucune aide, on n'a aucun moyen supplémentaire pour le faire, et ce n'est pas toujours évident de remplir correctement toutes les données qu'on va réclamer. Il y en avait donc 48 aussi qui ont été exclus parce que le traitement était moins de 10 mois. Donc, on était vraiment au début où on commençait à traiter tout le monde. Donc, on n'avait pas assez de recul. Et enfin, 5 enfants étaient décédés en cours d'étude. Donc, au final, on a étudié 123 dossiers. Et voilà la description de la population. Donc, on a d'emblée mis l'âge au début de traitement et puis le nombre de copies, pas le numéro de copie, mais le nombre de copies SMN2. Donc, vous voyez qu'il y avait donc 30 enfants de moins de 2 ans, 47 entre 2 et 5 ans
et 46 entre 6 et 17 ans, finalement 3 groupes à peu près du même nombre. Et puis, en termes de copies, on retrouve donc on va retrouver une assez bonne corrélation. Donc, les 10 enfants qui avaient commencé avant l'âge de 2 ans étaient entre 2 et 4 copies, comme on le voit ici. La forme 1C, donc là aussi, qui a plutôt commencé avant 2 ans ou 2-5 ans, on avait retrouvé 7 copies, 7 enfants qui avaient des copies SMN2 et 16 avec 3 copies SMN2. Et 68 filles et 55 garçons. Cette population, on peut la retrouver également sur ce... Donc on le voit, c'est exactement la même chose. Donc la description de la population, avec en vert des SMA dits de type 1 et 1A et B. Et bien sûr, on ne les retrouvait pas à l'âge de 10-11 ans. Et puis des enfants dits SMA de type 2, donc on retrouve jusqu'à l'âge de 16 ans. Au point de vue, lorsqu'on a commencé à analyser donc leurs besoins de santé, en orange, donc vous aviez ce qui était à T0 en début de traitement et au bout d'1 an de traitement. Et on a retrouvé chez les tout petits un petit peu plus de support nutritionnel au bout d'1 an de traitement. Et chez les enfants un peu plus grands, à peu près la même chose au point de vue support nutritionnel. Au niveau support ventilatoire, on avait retrouvé également une aide ventilatoire supérieure au bout de 2 ans, au bout d'1 an pour les enfants de moins de 2 ans, et après on retrouvait à peu près la même chose. Ça avait été décrit déjà dans un suivi qui avait été fait à l'époque en Allemagne, au bout de 6 mois de traitement, où on retrouvait chez les enfants de moins de 2 ans une augmentation également du support nutritionnel et ventilatoire. Donc après les échelles motrices, donc je ne vais pas toutes vous les détailler, mais on retrouve chez les enfants de moins de 2 ans, on trouvait une amélioration de la façon significative de leur score HIND après 1 an de traitement. Et puis, donc on retrouve également sous cette forme-là, sous ce graphique. Et lorsqu'on mesurait avec une autre échelle, chez 14 patients, cela avait été fait, on retrouvait également une amélioration globale avec un score moyen qui passait de 35 à 50. Ici, pour les enfants de plus de 2 ans, donc c'est principalement des enfants qui ont un type 2. Et là encore, on retrouvait une augmentation de la fonction motrice, telle que ça va être représenté donc ici et sur les courbes suivantes. Et enfin, on avait fait une évaluation par les accompagnants des bénéfices du traitement, donc les accompagnants étant principalement les parents, et ils nous avaient répondu 105, donc sur 123, on avait pu récupérer les données, et en tout cas, aucun accompagnant, aucun parent n'avait évalué l'état de son enfant comme étant moins bon, mauvais ou beaucoup plus mauvais. 13% disaient que leurs enfants n'avaient pas changé avec le traitement. Là, on n'a pas pu corréler exactement ni avec le nombre de copies SMN2, ni avec l'âge pour cette évaluation par les accompagnants. Et 35% une amélioration minime et 46% ils trouvaient beaucoup amélioré et 6% très amélioré. Voilà, donc cela nous a permis de publier donc, cet article dans Orphanet Journal of Rare Disease. Et vous voyez, donc on avait conclu en disant que surtout on avait bien analysé les enfants de moins de 2 ans qui avaient été traités et on trouvait des scores donc moteurs beaucoup plus élevés au bout d'1 an, avec une amélioration donc qui était nette, en particulier donc pour les fonctions proximales et distales. Par contre, il n'y avait pas sur le score des 1, il n'y avait pas de changement significatif au bout d'1 an pour la marche ou les transferts. Donc, parti sur un bon élan, on s'est dit on va faire la saison 2 et là je vous demande de ne pas prendre de photos.
Voilà, merci. Parce que ça va être publié, donc c'est des données qui sont pour l'instant personnelles et qu'il ne faut surtout pas diffuser, mais je vous les montre. Elles seront dans les actes, mais floutées, hein, je vous préviens d'emblée. Alors, si quelqu'un veut nous aider à publier dans le week-end, ben, ça sera très bien. Et vous les aurez lundi, mais ça sera un tout petit peu plus long. Mais vous les aurez. J'espère qu'on les retrouvera dans un article. Donc, on a décidé de continuer, mais de prendre surtout, quand on a vu, vous avez vu ces 123 enfants, ils étaient entre l'âge de 1 ou 2 ans et 16 ans, et c'est très difficile, vous le savez bien, de comparer un enfant qui est en début de traitement, qui est au début de sa maladie avec un début de traitement, par rapport à un enfant qui a 16 ans et qui a déjà 16 ans de maladie et dont le traitement, au bout d'un an, il ne donnera peut-être pas tout à fait la même chose. Donc on a décidé de prendre les enfants traités avant l'âge de 3 ans et qui soient traités pendant au moins 3 ans, parce qu'on se disait qu'1 an, c'était peut-être trop court, on se rapprochait des essais et finalement, on n'avait pas des choses très différentes des essais, donc il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, on a repris donc ce système de fiches, on a, grâce aux réunions de concertation pluridisciplinaire qu'on a tous les 15 jours, des fois, comme je saute un peu, quelquefois, j'ai pas toujours une bonne compliance, mais enfin, bon, voilà, c'est donc tous les 15 jours. Et vraiment un grand merci à toutes les équipes, parce que tout le monde a répondu présent, et on a pu récupérer, 61 patients, donc qui avaient moins de 3 ans au début de traitement. Donc on a étudié les données motrices, respiratoires, nutritionnelles et sociales, ce qu'on n'avait pas sur la première étude, et vous voyez que donc il y avait 64 patients inclus, 3 sont décédés avant l'âge de 3 ans, donc bien sûr on n'est pas allé plus loin, et on a étudié 61 dossiers, dont là cette fois-ci un peu plus de garçons que de filles. Je ne crois pas qu'on puisse tirer, tout à l'heure c'était un peu plus de filles pour ceux qui étaient attentifs et un peu moins de garçons sur la population globale. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'un vrai sexe ratio, enfin c'est un petit peu compliqué d'interpréter cela. Toujours est-il que l'âge médian de début de traitement était de 17 mois, entre 2 mois et 34 mois. Et voilà ce qu'on trouve donc au niveau moteur pour les 61 patients. Donc pratiquement tous les patients, je vous rappelle qu'il y a des patients qui avaient des types 1A, 1B, tous les patients tenaient leur tête, 86% tenaient assis sans support, 57% donc crampes se déplacent. Debout avec aide, on a 45%, sans aide, 21%, avec une marche sans aide pour 13 enfants, donc sur 61, ce qui fait 21%. Une marche avec aide pour 12 enfants et 2 fois, alors là il y a un petit problème, marche sans aide, excusez-moi, et courir 1, il y a un petit souci là. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est les 21,3, excusez-moi, c'était debout sans aide qui est écrit 2 fois. Donc vous barrez, vous voyez, c'est bien qu'elle soit floutée. Voilà, vous barrez la ligne marche sans aide, sans debout sans aide, c'est la même chose. Et par contre, c'est marche avec aide, il y en a 12, et marche sans aide, il y en a 6. Voilà. Et courir, c'est un seul enfant où c'est signalé. Au niveau respiratoire et nutritionnel, donc on retrouve 36% qui a une VNI inférieure ou égale à 12 heures, donc des VNI nocturnes. Aucun enfant n'est trachéotomisé ou avec une VNI pendant 24 heures, enfin plus de 16 heures. Une gastrostomie donc pour 25% de ces enfants. Pas de sonde nasogastrique, et ça, je pense que ça montre d'emblée les changements de pratique. On aurait fait cette étude ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans, il y aurait eu beaucoup plus d'enfants avec sonde nasogastrique. Maintenant, lorsqu'il y a besoin d'une aide nutritionnelle, on choisit la gastrostomie, avec les parents, bien sûr, pour apporter cette aide. 76% des enfants arrivent à boire seuls et 79% arrivent à manger seuls. L'atteinte orthopédique, alors on le reverra un peu plus tard. Je vous rappelle, ces enfants quand même très jeunes, puisque au total, ils ont quand même moins de 6 ans.
et 75% avaient déjà une scoliose, voilà, avec un problème orthopédique qui apparaît. 63% ont besoin d'un corset et pour l'instant, aucun n'a été arthrodésé. Voilà. Mais on peut penser que dans les années qui viennent, ça va se passer. Au niveau socialisation, ça aussi, c'était intéressant de le faire parce qu'on voit que donc quelques enfants sont gardés à domicile. Certains vont en crèche, et ça c'est quand même important. Et puis, pour les un peu plus grands, les plus de 3 ans, ils sont à l'école. 76%, tous avec une AESH, mais ils sont tous scolarisés quand ils sont en âge scolaire. Et ça, je crois que c'est aussi tout à fait propre à la France et avec les possibilités d'inclusion en cas de handicap moteur. Alors, on peut aussi reprendre ces chiffres, on l'a repris d'une autre façon, en fonction des nombres de copies SMN2, puisque vous savez que le nombre de copies SMN2 semble très proche, enfin le meilleur peut-être indice pronostic, et c'est celui qui va être utilisé aussi comme pronostic lorsqu'on fera un dépistage néonatal dans les années futures, et où on pourra dire si c'est une forme avec 2 copies, 3 copies, 4 copies, ça va moduler l'annonce qu'on va faire aux parents du pronostic. Et ben on retrouve vraiment chez ces enfants, donc on l'a vu qui était assez homogène, on retrouve bien cette différence, c'est-à-dire que ceux qui ont 2 copies ont des formes plus graves que ceux qui ont 3 copies. Et vous voyez, bon, sur la tenue de tête, c'est pratiquement la même chose. Assis sans support, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pour ramper, c'est beaucoup plus compliqué, donc comme déplacement, en sachant que ramper veut dire déplacement qui devient autonome pour un tout petit bébé. Donc on en a 35% lorsqu'il y a 2 copies et 71% lorsqu'il y a 3 copies. Donc debout avec aide, on retrouve pareil la différence, 19% avec 2 copies, 58% avec 3 copies. Debout sans aide, aucun lorsqu'il y a 2 copies. Par contre, 30% lorsqu'il y a 3 copies. Et marche avec aide, sans aide et courir, aucun avec 2 copies. Et par contre, possibilité, donc vous le voyez, marche avec aide, 25% lorsqu'il y a 3 copies, 13% marche sans aide, et courir, ben, il y en a un qui courait, qui a disparu. Bon, voilà, donc qui est aussi de 0, il ne devait pas courir, très bien. Voilà, et quand on reprend aussi au niveau nutritionnel et respiratoire, on retrouve aussi cette différence, puisque vous voyez que 2 copies, il y a besoin d'une aide respiratoire beaucoup plus importante, 76% contre 13%. Pour le support nutritionnel, c'est exactement la même chose, donc 61% avec 2 copies, 5% avec 3 copies. Pour arriver à boire seul, donc c'est 40% lorsqu'on a 2 copies, donc on est beaucoup moins autonome qu'avec 3 copies, et pareil pour manger seul. Enfin, l'atteinte orthopédique, 100% de scoliose chez les enfants qui ont 2 copies, contre 63% avec 3 copies. 94% ont besoin de corset et 50% avec 3 copies. Et pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, aucun n'a eu d'arthrodèse. Voilà. Alors là, c'est des données qui sont brutes, qu'on est en train de bien finaliser, mais les chiffres resteront les mêmes. Il va falloir, là, on est en train d'écrire, je vous dis, le papier. Mais en tout cas, ça montre bien, dans une population homogène, les effets positifs du nusinersen. La façon dont ça va améliorer la situation, je vous rappelle que ces enfants qui avaient 2 copies et moins de 3 ans étaient des enfants qui étaient quand même, qui avaient des formes 1A et 1B, donc sans traitement qui ne seraient plus là à l'âge de 3 ans. Et pour ceux qui ont 3 copies, avec un meilleur devenir, voilà ce qu'on peut dire actuellement. Et d'emblée, dire que quand même il y a les problèmes orthopédiques qui sont en train d'arriver et qu'il va falloir aussi organiser, c'est ça peut-être l'un des messages les plus importants d'aujourd'hui, c'est organiser un suivi et une prise en charge qui soit spécifique de ces scolioses, et là peut-être Carole vous le dira beaucoup mieux que moi, mais qui n'ont pas l'air d'être tout à fait les mêmes
que celles qu'on voyait chez les enfants qui ont des amyotrophies spinales, on va dire histoire naturelle classique. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, et vous voyez que aussi l'intérêt, c'est qu'on puisse faire des vrais suivis, et lorsqu'on suit 60 patients, ce qui est impossible dans un seul centre, avec de façon homogène sur une tranche d'âge de 2-3 ans, ben on a intérêt à les suivre tous ensemble et à travailler ensemble et avoir des travaux collaboratifs. Alors, très rapidement, dans la littérature, qu'est-ce qu'on trouve? Ça y est, il y a profusion maintenant d'histoire naturelle. Donc, le premier, donc, avec le groupe italien. Alors, on est très fiers parce que tout cela sont de 2021 et ils citent l'article français. C'est quand même suffisamment rare pour le dire. Donc, on a des collègues qui ne sont pas dans la compétition, mais presque, et qui nous citent, et on est content. Voilà, donc eux, ils retrouvent à peu près la même chose. Je vais passer... Il me reste quoi, 2 minutes, même pas. Voilà. Donc là, en fait, c'est la même équipe, mais qui publie d'une autre façon et qui a repris, qui a fait une méta-analyse de la littérature et de tout ce qui est histoire naturelle et essai, et qui retrouve aussi la même chose au niveau de l'évolution motrice. Ici, toujours les Italiens qui nous citent toujours, mais là aussi, on voit qu'ils sont un peu moins bons que nous parce qu'ils ne sont pas capables. Eux, ils disent que la valeur prédictive, c'est quand même l'âge de début et le score initial en fonction de l'atteinte initiale de l'enfant. Et par contre, ils disent qu'il n'y a pas de lien avec le nombre de copies SMN2, mais ils disent aussi qu'ils n'ont pas du tout pour tous les enfants les copies SMN2. Or, nous, on les a systématiquement avant de... Et là, il faut remercier nos collègues généticiens qui jouent parfaitement le jeu, et on a en même temps pratiquement la mutation SMN1 qui nous permet de débuter un traitement et le nombre de copies SMN2. Alors, une question qui se posait aussi, que j'ai retrouvée aussi, qui est très récente. Certains disaient qu'après l'utilisation de nusinersen, donc on se retrouvait, il y avait un gros risque d'hydrocéphalie. Donc, ils ont repris, c'est un article américain, donc ils ont repris les données du Centre des maladies, du CDC, et ils retrouvent en fait un certain nombre de patients qui ont une amyotrophie spinale. Ils disent qu'il y a 4 fois plus de risque d'avoir une hydrocéphalie lorsqu'on a une amyotrophie spinale que dans la population générale. Et ça, c'était ils ont repris sur 10 ans, je crois, entre janvier 2007 et décembre 2016, donc avant qu'il y ait un traitement, en montrant qu'il y avait beaucoup plus de risque d'hydrocéphalie. Ceci étant, on voit quand même par rapport, lorsqu'on regarde les âges, c'est surtout des hydrocéphalies très tardives, et la différence entre hydrocéphalie obstructive ou à pression normale qu'on peut voir aussi chez des personnes plus âgées. Mais enfin, voilà, donc là, c'est ce qu'ils disent, et ils disent que pour l'instant, on ne peut absolument pas, même s'il y a eu 1 ou 2 cas assez anecdotiques dans la littérature, retenir comme risque numéro 1 l'hydrocéphalie dans le nusinersen. Enfin, pour la qualité de vie, donc il a aussi un article très récent qui montre qu'il y a une amélioration, et ils disent que, et ça c'est peut-être quelque chose qui est aussi important, c'est pareil, c'est une étude américaine, donc c'est pas tout à fait quand même les mêmes modes de suivi qu'on a en France, mais ce qu'ils mettent en évidence, c'est que le fait qu'il y ait un traitement, donc même si c'est une fois tous les 4 mois, permet d'avoir une meilleure communication avec les équipes médicales, avec les équipes pluriprofessionnelles, et un meilleur accompagnement, le fait même qu'il y ait un traitement par rapport à l'histoire naturelle, où les enfants étaient souvent vus qu'une fois par an, et voilà, qu'il y avait, donc c'est ce qu'ils retrouvent, et puis un fonctionnement émotionnel qui est meilleur. Donc, en conclusion, le suivi sur le long terme confirme le changement d'histoire naturelle. Cette évolution dépend de la précocité du traitement, mais de la gravité de la maladie initiale. Il persiste un handicap pour un certain nombre d'enfants assez sévère, et cela change, mais ça on l'a déjà évoqué dans d'autres topos, la façon dont on va annoncer bien sûr ce diagnostic avec ses possibilités thérapeutiques, la prise en charge avec des nouveaux tableaux cliniques, et puis l'évolution de nos pratiques cliniques et de rééducation. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'est un petit garçon qui avait une forme qui, là maintenant, qui tient debout avec aide, pas encore sans aide, mais qui pousse son petit vélo, et qui avait une forme 1B lorsqu'il a commencé à être traité par nusinersen. Voilà, je vous remercie.
Merci Brigitte. Bon, il y a quand même probablement des questions brûlantes dans la salle, donc j'autorise 3 questions, vu qu'on a déjà commencé par avoir 15 minutes de retard. Donc 3 questions. Merci Brigitte pour ces résultats. On les attendait et ils sont plutôt très très bons, je trouve. Et donc j'en suis ravi. Juste, est-ce qu'on est d'accord que ce sont les résultats pour les patients qu'on considère répondeurs? Parce qu'il y a plus que 61 patients pour l'instant, c'est-à-dire qui ont 3 ans de suivi. Est-ce que... 3 ans et qui ont moins de 3 ans, c'est au début du traitement. On a exclu un peu volontairement parce qu'on a un peu plus de mal. On en avait décidé, on en avait parlé ensemble pour lorsqu'on commence un traitement à 10 ans, analyser à 13 ans, parce que voilà, c'était un peu plus compliqué. Ah non, mais je crois que c'était les bons critères qu'il fallait retenir, ça c'est clair, c'est-à-dire elle est traitée très tôt, pratiquement dès le début de la maladie, et avec 3 ans de recul. Est-ce qu'on sait s'il y a par exemple eu des enfants qui n'ont pas été inclus parce que traités tôt malgré tout, et n'ayant pas été répondeurs, finalement ils n'ont pas eu 3 ans de suivi, et donc on les a forcément exclus. Est-ce qu'on peut savoir ça avec nos données que nous avions? On les a dans les données. Alors je te rappelle que les fiches, on les a reçues. Ça fait à peu près 6 mois complètement. Donc après, il y a eu l'analyse des données. On n'a pas cette notion. Eh oui. Alors, je pense qu'on l'aura avec la base de données. Exactement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça sera un peu plus précis. Peut-être qu'il nous manque effectivement les patients qui n'ont pas répondu et pour lesquels on a arrêté les traitements alors qu'ils ont été traités très tôt comme les autres. Mais ceci étant, on voit que les répondeurs continuent à progresser. C'est ça qui est super parce qu'on est à 89-90% de stations assises, par exemple. Et puis surtout, ceux qui sont en âge d'être scolarisés vont à l'école. Ils sont tous à l'école. Mais ça, je pense en termes de qualité de vie, est extraordinaire. Et c'est l'objectif, je pense, l'objectif premier. Tout à fait. C'est pour ça que ça nous semblait important de bien le noter. Ça. Merci. Autre remarque, question, puisque j'ai proposé 3. Et tous traités en post-symptomatique. Ah oui. Celui qui court, enfin si tant est qu'il y en ait un qui court, il a été traité en post-symptomatique. Oui, il n'y a pas eu... Pas aucun frère et sœur ou... Ok. Alors le suivi de cette cohorte est en train d'être complètement intégré. Je regarde s'il y a Susanna. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais ils sont intégrés. Voilà, dans le registre. Oui, on les retrouve. Donc... Voilà. Oui. Non, tous. Donc on va les retrouver dans le registre, puisque tous les enfants sont dans le registre. Ça a été fait avant que le registre, puisque le registre, ça fait un an. Oui, en effet, je voulais dire ça, l'importance de continuer à remplir les fiches et les choses, parce qu'il y a les registres, mais si on ne remplit pas les données, la base ne peut pas faire grand-chose. C'est hyper difficile de sortir des articles sans données. Donc voilà, tout l'effort pour l'équipe de Marseille, qui a fait vraiment une collecte de données très, très difficile. Mais c'est ça l'idée des registres, et précisément ça, pouvoir suivre pendant au moins les 5 prochaines années, de façon prospective, tous ces enfants. Voilà, effectivement, l'idée du premier papier, c'est d'aller vite à la fin des essais pour dire ce que c'était en vie réelle. Et puis quand on a vu que vraiment il fallait se centrer, qu'il nous manquait, on avait envie, comme dit Claude, de savoir un peu plus, on est centré sur cette population. Puis maintenant, ça va être toutes les données vont être intégrées dans le registre, puisque tous les dossiers des patients... pratiquement, je pense, sont déjà rentrés. Je sais, bon, tu nous diras tout à l'heure combien il y a de patients. Et à ce moment-là, on pourra revenir dessus, et peut-être des choses un petit peu plus précises. Mais ce qui était important, c'était aussi, on voit qu'on est quand même très bien cité, donc ce qui montre que quand même, il faut faire un peu cocorico, que les Français, ils ne sont pas si nuls que ça, quoi. Voilà, entre le plan maladie rare, l'organisation des soins, l'accès aux soins et la façon de lire les données. Et surtout, on peut dire aux parents ce qui se passe en France, ce qui est quand même ce qui les préoccupe le plus, comment deviennent les enfants qu'on traite depuis... Voilà, c'est ça l'objectif. Bien, donc je pense qu'il y a encore plein de questions, mais elles seront pour le café.